Mon meilleur ami a épousé mon ex. Au début de la cérémonie, je me suis levé et j'ai transformé leur jour de fête en cauchemar. Il est resté sans voix, impuissant. Je m'appelle Melissa Carter et j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je suis assise au 3e rang du mariage de mon ex-petite amie. Le hic, c'est qu'il épouse ma meilleure amie depuis 15 ans. Tout le monde pense que je suis ici pour les soutenir, souriant à travers ma douleur comme une bonne joueuse. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai découvert leur sale petit secret, et je suis sur le point de transformer leur journée en un cauchemar qu'ils n'oublieront jamais. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner car cette histoire sur la trahison amicale et la justice va vous faire reconsidérer en qui vous avez confiance. Amanda Davis et moi nous sommes rencontrés le premier jour du lycée. J'étais la nouvelle fille, luttant pour ouvrir mon casier tout en retenant mes larmes de frustration. Elle est apparue à côté de moi, a tourné la combinaison avec confiance et l'a ouverte d'un clic satisfaisant. L'astuce, c'est de la tourner 3 fois d'abord, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux qui m'a instantanément fait me sentir moins seul. Je m'appelle Amanda. Ce simple moment de gentillesse a fleuri en une amitié qui a défini les 15 années suivantes de ma vie. Nous étions opposés à bien des égards, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a renforcé notre lien. J'étais réfléchie et prudente, préférant bien réfléchir avant d'agir. Amanda était impulsive et pleine de vie, attirant les gens vers son charisme naturel comme les papillons de nuit vers une flamme. Là où je calculais les risques, elle les embrassait. Ensemble, nous nous équilibrions parfaitement. Nos casiers sont restés côte à côte tout au long du lycée, où nous avons navigué ensemble sur le terrain compliqué de la vie d'adolescente. Quand Tommy Jenkins m'a invité au bal de promo, puis m'a posé un lapin, Amanda a aussi séché le bal. Nous avons passé la nuit à manger de la crème glacée sur le sol de sa chambre, à planifier notre avenir au lieu de gaspiller des larmes sur des garçons qui ne les méritaient pas, nous nous soutiendrons toujours, a promis Amanda cette nuit-là. Quoi qu'il arrive, aucun homme ne s'interposera jamais entre nous. Nous avons scellé ce pacte avec des promesses du petit doigt et des doigts collants de crème glacée, certaines de la manière dont seuls les adolescents peuvent l'être que rien ne changerait jamais entre nous. L'université a apporté de nouveaux défis, mais notre amitié n'a fait que s'approfondir. Lorsque ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein pendant notre 2e année, Amanda a été mon rock. Elle m'a ramené à la maison tous les week-ends pour rendre visite à maman à l'hôpital, s'est assise avec moi pendant les rendez-vous de chimiothérapie et m'a aidé à organiser des collectes de fonds pour couvrir les factures médicales qui s'accumulaient. Ta famille, c'est ma famille, m'a-t-elle dit en me tenant la main. Alors que nous attendions les résultats des tests un après-midi terrifiant, elle le pensait. 2 ans plus tard, lorsque l'entreprise de son père a fait faillite et que sa famille a perdu sa maison, je lui ai rendu l'appareil. Mon petit appartement est devenu son refuge. Nous nous sommes serrés dans mon lit simple pendant 6 mois, nous chuchotant nos rêves dans l'obscurité chaque nuit jusqu'à ce qu'elle retrouve ses marques. Tout au long de l'université et jusqu'à nos 20 ans, nous avons bâti un groupe d'amis soudés, mais tout le monde savait qu'Amanda et moi étions un duo inséparable. Laura, Tyler, Marcus et Zoé complétaient notre cercle, mais le lien entre Amanda et moi est resté spécial. Nous avions des blagues que personne d'autre ne comprenait et nous pouvions communiquer des conversations entières d'un simple regard. Vous êtes comme des sœurs, disait souvent Laura, parfois avec une pointe d'envie dans la voix. Nous nous efforcions d'avoir des dîners hebdomadaires, juste nous deux, peu importe à quel point la vie était occupée. Pendant ces soirées sacrées, nous partagions tout. Notre règle était l'honnêteté absolue, même quand ça faisait mal. Quand Amanda a commencé à sortir avec un homme marié, c'est moi qui l'ai confronté. Quand j'ai été écarté pour une promotion parce que je n'étais pas assez affirmé, c'est elle qui m'a poussé à exiger mieux pour moi-même. Promets-moi que nous nous dirons toujours la vérité, ai-je dit lors d'une de nos soirées vin alors que nous approchions de la trentaine. Même quand c'est difficile. Je le promets, a dit Amanda en trinquant son verre contre le mien. Pas de secret entre nous, jamais. Nos parcours professionnels ont divergé après l'université. Je suis allé dans le marketing, gravissant les échelons de l'entreprise avec une détermination constante. Amanda a rebondi entre les emplois dans les relations publiques, son charme naturel la rendant excellente dans son travail, mais son agitation l'empêchant de rester longtemps au même endroit. Quand j'ai rencontré James Wilson à l'agence de marketing où je travaillais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. À 30 ans, j'avais eu des relations, mais rien qui ne m'ait jamais semblé permanent. James était différent dès le premier instant où il m'a souri de l'autre côté de la table de conférence. C'est le bon, ai-je dit à Amanda autour d'un verre, 3 mois après le début de notre relation.
Je sais que ça a l'air fou, mais je le sais. Elle m'a serré la main et a souri. Ce n'est pas fou. Tu mérites quelqu'un d'incroyable. Je ne savais pas que ce moment marquait le début de la fin de tout ce que je croyais savoir sur l'amour, l'amitié et la loyauté. J'ai rencontré James lors d'une présentation que je faisais à l'équipe de direction. Il était le nouveau directeur de la création, observant attentivement depuis le coin de la pièce alors que je présentais notre dernière campagne. Quand j'ai terminé, il a été le premier à poser des questions, remettant en question ma stratégie d'une manière qui m'a poussé à réfléchir plus profondément plutôt qu'à me sentir inadéquate. À la fin de cette réunion, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Travail impressionnant, a-t-il dit en s'attardant après que les autres soient sortis. J'ai particulièrement aimé la façon dont vous avez lié les aspects émotionnels aux données. La plupart des gens se concentrent sur l'un ou l'autre. Merci, ai-je répondu, sentant mes joues rougir légèrement. Je crois qu'il faut les deux pour raconter une histoire complète. Il a souri et j'ai remarqué la façon dont les coins de ses yeux se plissaient. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation autour d'un café un de ces jours. Ce café s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en 3 ans de construction d'une vie ensemble. James était tout ce que je cherchais sans le savoir. Intelligent et ambitieux, mais aussi gentil et attentionné. Il se souvenait de petits détails sur mes préférences, me surprenant avec mon café préféré ou laissant des notes dans mon agenda avant de grandes réunions. Son calme et sa stabilité complétaient mon anxiété occasionnelle, et son esprit vif rendait même les soirées banales spéciales. 6 mois après le début de notre relation, nous avons pris des vacances à Hawaï. En marchant le long de la plage au coucher du soleil, James s'est tourné vers moi avec une telle tendresse que cela m'a coupé le souffle. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, a-t-il dit en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu me donnes envie d'être meilleur chaque jour. À ce moment-là, avec les vagues qui s'écrasaient doucement et le ciel peint de nuances impossibles d'orange et de rose, je pouvais voir tout notre avenir s'étendre devant nous. Le mariage, une maison, peut-être des enfants un jour. Tout semblait possible avec lui à mes côtés. Notre relation a progressé naturellement. Il a rencontré ma famille et les a complètement charmés. Ma mère, maintenant en rémission, m'a prise à part à Thanksgiving. Celui-là, c'est un bon parti, Mélissa, a-t-elle chuchoté en regardant James aider mon père avec la vaisselle. Il te regarde comme ton père me regarde encore après 40 ans. J'ai présenté James à mes amis, y compris Amanda, environ 7 mois après le début de notre relation. À ma grande surprise, ils ne se sont pas immédiatement entendus. Amanda semblait inhabituellement réservée avec lui, et James a plus tard commenté qu'il l'a trouvée un peu envahissante. Elle est juste protectrice envers moi, ai-je expliqué. Donne-lui du temps. Progressivement, ils se sont rapprochés. À notre premier anniversaire, Amanda était devenue assez à l'aise avec James pour le taquiner sur son obsession pour les documentaires obscurs et sa terrible voix de chanteur. Ils ont découvert un intérêt commun pour la photographie et sont parfois allés à des expositions qui m'intéressaient peu. Tu vois, je savais que vous vous entendriez bien finalement, ai-je dit, ravi que les personnes les plus importantes de ma vie aient trouvé un terrain d'entente. Alors que notre deuxième anniversaire approchait, James et moi avons commencé à discuter timidement d'emménager ensemble. Nous passions la plupart des nuits dans l'appartement de l'un ou de l'autre de toute façon, et cela semblait être la prochaine étape logique. Nous parcourions les annonces immobilières pour le plaisir, soulignant les caractéristiques que nous aimions ou détestions, construisant tranquillement une vision commune de la maison. Bail vitré ou cheminée, demandait-il. Les deux, évidemment, répondais-je. Gourmande, taquinait-il en m'embrassant sur le front. Il y a eu de petits moments qui auraient dû me faire réfléchir. Des fois où James envoyait des textos tard dans la nuit et détournait son téléphone quand j'entrais dans la pièce. Des occasions où les plans avec Amanda changeaient soudainement et ses explications semblaient vagues. Mais l'amour a une façon de nous aveugler à ce que nous ne voulons pas voir. Et j'ai rejeté ces moments comme étant ma propre insécurité. Quand un projet majeur s'est présenté au travail, nécessitant quelqu'un pour diriger les efforts d'ouverture de notre bureau de Chicago, j'ai hésité à me porter volontaire, bien que je sache que cela ferait avancer ma carrière. La mission signifierait 2 mois loin de James, la plus longue période où nous ayons été séparés. Tu devrais le faire, a encouragé James. C'est une excellente opportunité et 2 mois passeront vite. Es-tu sûr, ai-je demandé, cherchant dans son visage le moindre signe de réserve. Absolument. Nous sommes solides, Mel.
Un peu de distance ne changera rien. Amanda a fait écho à son soutien lorsque je l'ai appelée, me sentant incertaine. Prends le poste, a-t-elle insisté. James ne va nulle part. Crois-moi. Ces paroles, que j'ai prises comme un réconfort à l'époque, allaient plus tard me hanter avec leur vérité involontaire. La veille de mon départ pour Chicago, James a organisé un dîner surprise avec nos amis les plus proches. Amanda l'a aidé à le planifier, arrangeant tout parfaitement dans mon restaurant préféré. Alors que nous portions un toast à mon aventure temporaire, j'ai regardé autour de la table, me sentant vraiment béni. Mon petit ami, ma meilleure amie et notre cercle soudé, tous soutenant mon succès. Mélissa a levé son verre James. Que Chicago t'apprécie autant que nous, et que les 2 prochains mois passent vite. Tout le monde a trinqué et j'ai retenu des larmes de gratitude, complètement inconsciente que les fondations de mon bonheur s'effritaient déjà sous la surface des sourires et des vœux. Chicago m'a accueilli avec son fameux vent, et une charge de travail qui m'a tenu plus occupé que jamais. Les premières semaines se sont écoulées dans un tourbillon de réunions, de présentations et de nuits tardives à mettre en place notre nouveau bureau. James et moi nous appelions en vidéo tous les soirs au début, partageant les détails de nos journées à travers les kilomètres. Son visage sur l'écran de mon ordinateur portable est devenu le clou de mes journées épuisantes. Ça me manque de me réveiller à côté de toi, lui ai-je dit lors de notre 3e semaine de séparation. Plus que quelques semaines, m'a-t-il rassuré. Ensuite, tout redeviendra normal. Mais alors que mon 2e mois à Chicago commençait, j'ai remarqué de subtils changements. Nos appels nocturnes sont devenus tous les 2 jours, puis 2 fois par semaine. James semblait distrait pendant nos conversations, ses yeux s'éloignant fréquemment de l'écran, ses réponses retardées ou vagues. Quand je lui ai posé des questions sur ses projets de week-end, ses réponses sont devenues de plus en plus vagues. Oh, tu sais, comme d'habitude, disait-il avec un haussement d'épaule. Du travail, peut-être prendre un verre avec des gens du bureau. J'ai contacté Amanda, espérant qu'elle pourrait me donner un aperçu de ce que James pouvait traverser, mais étrangement, elle est devenue difficile à joindre aussi. Mes textos sont restés sans réponse pendant des heures, parfois des jours. Quand elle répondait, ses messages étaient brefs et manquaient de son enthousiasme habituel. Tout va bien, lui ai-je texté après la 3e fois qu'elle a annulé notre conversation vidéo prévue. Super occupée avec un projet de travail, a-t-elle répondu 6 heures plus tard. On se parle bientôt. Un dimanche après-midi, me sentant particulièrement nostalgique, j'ai appelé Amanda 4 fois sans réponse. Finalement, j'ai laissé un message vocal. Et, c'est moi. Je me sens un peu déconnecté de tout ce qui se passe à la maison. James est bizarre ces derniers temps, et maintenant je ne peux plus te joindre non plus. Appelle-moi quand tu pourras, d'accord? J'aurais besoin de ma meilleure amie en ce moment. Elle m'a répondu par texto tard cette nuit-là. Désolé d'avoir manqué tes appels, matinée chargée demain, mais je promets qu'on se rattrapera cette semaine. James est probablement occupé aussi. Ne réfléchis pas trop. Son assurance aurait dû me réconforter, mais quelque chose dans son ton semblait faux. C'était trop enjoué, trop dédaigneux de mes inquiétudes. Pour la première fois de notre amitié, j'ai eu l'impression qu'Amanda n'était pas complètement honnête avec moi. Mon projet à Chicago se terminait une semaine plus tôt que prévu. Et comme le doute continuait de me ronger, j'ai pris une décision impulsive. Je ne dirai pas à James ou à Amanda que je rentrais plus tôt. Au lieu de cela, je les surprendrais tous les deux, espérant renouer le contact en personne et me débarrasser du sentiment de malaise qui s'était installé en moi. J'ai pris l'avion pour rentrer un jeudi, j'ai pris un taxi de l'aéroport et je me suis arrêté pour prendre le plat à emporter préféré de James en chemin vers son appartement. J'avais encore la clé qu'il m'avait donnée avant mon départ, et j'imaginais l'expression de surprise joyeuse sur son visage quand j'entrerais. Peut-être que j'avais trop réfléchi à tout. Peut-être que la distance avait juste été plus difficile pour nous tous que nous ne l'avions prévu. Au moment où j'ai inséré ma clé dans sa porte, j'ai entendu de la musique à l'intérieur, quelque chose de doux et de jazzy que James appréciait. Souriante, j'ai poussé la porte, prête à l'appeler. La scène qui m'a accueilli s'est déroulée au ralenti, comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. James et Amanda étaient sur son canapé, ses jambes drapées sur les siennes, sa main emmêlée dans ses cheveux alors qu'ils s'embrassaient profondément, complètement perdus l'un dans l'autre. Le sac de plats à emporter m'a glissé des doigts, heurtant le sol avec un bruit sourd qui les a finalement alertés de ma présence. Ils se sont séparés d'un bond, leur visage passant de la passion à l'horreur en un instant. Le rouge à lèvres d'Amanda était taché, la chemise de James à moitié déboutonnée.
La preuve de leur trahison était indéniable et dévastatrice. Mélissa, balbutia James en se levant. Tu es de retour plus tôt. Évidemment, ai-je répondu, ma voix anormalement calme malgré l'ouragan qui faisait rage en moi. Amanda s'est levée aussi, des larmes coulant déjà sur son visage. Mel, ce n'est pas nous n'avons pas quoi, ai-je demandé, le calme de ma voix laissant place à un rire amer. Pas pensé que je vous surprendrais? Pas prévu de me le dire? Qu'est-ce que tu n'as pas fait exactement, Amanda? James s'est avancé, le visage tordu de culpabilité. C'est juste arrivé, Mélissa. Nous n'avons jamais voulu te blesser. C'est juste arrivé, ai-je répété, les mots ayant un goût de poison. 15 ans d'amitié et 3 ans de relation, et le mieux que vous puissiez offrir, c'est juste arrivé. Amanda s'est dirigée vers moi, les mains tendues, suppliantes. Nous allions te le dire à ton retour. Nous avons lutté avec ça, en essayant de trouver comment. J'ai levé la main, l'arrêtant en pleine phrase. Depuis combien de temps? Ils ont échangé un regard rapide qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était une trahison délibérée et continue de la part des deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Depuis combien de temps, ai-je répété, chaque mot assez vif pour couper. Quelques semaines, a dit James au moment exact où Amanda a chuchoté, un certain temps. Un autre mensonge, droit dans les yeux. Même maintenant. J'ai hoché la tête lentement, rassemblant les morceaux brisés de ma dignité. Je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas d'excuses. Ce que je veux, c'est que vous compreniez tous les deux exactement ce que vous avez fait. Tu n'as pas seulement ruiné une relation, James. Et tu n'as pas seulement trahi une amitié, Amanda. Vous avez détruit chaque souvenir que j'avais de vous deux. Chaque moment que je pensais réel et vrai. Je me suis tourné pour partir, mon corps bougeant mécaniquement pendant que mon esprit vacillait. Mélissa, s'il te plaît, a appelé Amanda derrière moi, sa voix se brisant. Parlons-en. Nous n'avons jamais voulu que cela se produise. Je me suis arrêté à la porte, sans me retourner. 15 ans, Amanda. 15 ans de quoi qu'il arrive, aucun homme ne s'interposera jamais entre nous. 15 ans de pas de secret entre nous, jamais. Est-ce que quelque chose de tout cela était réel? Je n'ai pas attendu sa réponse. Je ne pouvais pas supporter d'entendre un autre mensonge de l'un ou de l'autre. Je suis sorti, fermant la porte doucement derrière moi. Un dernier acte de dignité, alors que ce que je voulais vraiment, c'était la claquer assez fort pour faire trembler les fondations de l'immeuble, tout comme ils avaient secoué les miennes. Les jours qui ont suivi ma découverte se sont confondus dans un brouillard de chagrin et de rage. J'ai appelé le travail pour me dire malade, incapable d'affronter des collègues qui me poseraient des questions sur mon voyage. Incapable de prétendre que mon monde n'avait pas implosé. J'ai alterné entre des sanglots incontrôlables et un silence engourdi, fixant des murs qui semblaient se refermer sur moi. Mon téléphone vibrait constamment de messages et d'appels de James et d'Amanda. Je n'en ai lu aucun, n'ai répondu à aucun. Finalement, j'ai bloqué leur numéro, ayant besoin du silence numérique pour correspondre au vide que je ressentais à l'intérieur. Après une semaine d'isolement auto-imposé, j'ai finalement contacté Laura, le membre le plus neutre de notre groupe d'amis. Sa voix était prudente lorsqu'elle a répondu. « Je me suis inquiété pour toi », a-t-elle dit. « Tu vas bien ?» J'ai surpris James et Amanda ensemble, ai-je répondu, ma voix plate. « Alors, non, pas vraiment bien. » Son inspiration brusque m'a dit que ce n'était pas encore de notoriété publique. « Oh mon Dieu, Mélissa, je suis tellement désolé. Que puis-je faire? Dis-moi juste qui d'autre est au courant. » Laura a hésité, confirmant ma suspicion que des camps se formaient déjà. Tyler et Marcus l'ont appris de James. Zoé le sait d'Amanda. Tout le monde est en train de digérer. Digérer, ai-je répété d'une voix creuse. Et quel est le consensus? Qui est le méchant dans leur version? Personne ne pense que tu es la méchante, a dit Laura rapidement. Trop rapidement. C'est compliqué, c'est tout. Tout le monde tient à vous trois. D'accord, ai-je dit, comprenant parfaitement. Notre groupe d'amis essayait de rester neutre, ce qui, en effet, signifiait qu'il choisissait la voie de la moindre résistance. Il les choisissait. Au cours des semaines suivantes, ce schéma est devenu clair. Les invitations au rassemblement de groupe ont cessé de me parvenir.
Les réseaux sociaux montraient des photos d'événements auxquels je n'avais pas été incluse, mes soi-disant amis regroupés autour de James et Amanda. Tous sourire comme si rien n'avait changé. Nous essayons de ne pas prendre parti, a expliqué maladroitement Tyler lorsque je l'ai confronté. C'est juste plus facile quand vous n'êtes pas tous les trois ensemble en ce moment. Mais il n'y avait que deux camps à choisir. Le camp des traîtres ou le camp des trahis. En tentant la neutralité, ils avaient clairement fait leur choix. Je me suis jeté à corps perdu dans la reconstruction de ma vie, pièce par pièce. J'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de la trahison, la docteure Rivera, qui est devenue ma bouée de sauvetage pendant les moments les plus sombres. Ce que vous vivez est une double trahison, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Les deux personnes en qui vous aviez le plus confiance ont violé cette confiance simultanément. Il est naturel de tout remettre en question maintenant. Avec ces conseils, j'ai apporté des changements pratiques. J'ai demandé un transfert dans un autre département au travail pour éviter de croiser James dans les couloirs. J'ai déménagé de mon appartement, qui contenait trop de souvenirs d'Amanda dormant sur mon canapé ou de James préparant le dîner dans ma petite cuisine. J'ai trouvé un nouvel endroit de l'autre côté de la ville, plus petit mais non souillé par leur présence. Je retrouvais lentement mes marques lorsque le premier message sur les réseaux sociaux est apparu. Amanda et James, officiellement en couple, souriant depuis le même restaurant où nous avions célébré mon opportunité à Chicago. La légende disait, parfois, l'inattendu s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin depuis le début. La section des commentaires débordait de félicitations, y compris de membres de notre ancien groupe d'amis. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a reconnu ce que leur relation avait coûté. C'était comme si j'avais été effacé du récit, ma douleur sans importance pour leur bonheur. Je les ai croisés une fois dans un café que j'avais stupidement supposé être un territoire sûr. Ils étaient assis dans un coin, la tête penchée l'un vers l'autre, les doigts entrelacés sur la table. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte, mon cœur battant douloureusement. Amanda m'a vu la première, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance et de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Elle a donné un coup de coude à James, qui s'est retourné et a croisé mon regard avec un signe de tête inconfortable. J'aurais dû partir immédiatement, mais une partie têtue de moi a refusé d'être celle qui battait en retraite. Au lieu de cela, j'ai commandé mon café et je suis resté au comptoir, attendant, douloureusement consciente de leur conversation chuchotée derrière moi. Quand ma commande est arrivée, je suis sorti la tête haute, sans jamais regarder dans leur direction. Cette nuit-là, j'ai reçu mon premier texto d'Amanda depuis des mois. C'était bien de te voir aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Elle me manquait après avoir détruit tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai tapé et supprimé une douzaine de réponses avant de me décider pour le silence. Elle ne méritait pas la satisfaction de savoir qu'elle pouvait encore m'affecter. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai progressivement reconstruit mon estime de moi. J'ai rejoint un cours de kickboxing, canalisant ma colère en force physique. J'ai renoué avec des amis d'université qui vivaient dans différentes villes, des personnes non touchées par le drame. J'ai même eu quelques rendez-vous, bien qu'aucun ne soit allé au-delà de simples cafés. Je n'étais pas prête à confier à nouveau mon cœur à quelqu'un. Pas encore. La guérison n'est pas linéaire, m'a rappelé la docteure Rivera lorsque j'ai exprimé ma frustration d'avoir encore de mauvais jours. Certains jours, vous vous sentirez forte, d'autres, vous aurez l'impression d'être revenu à la case départ. Les deux font partie du processus. J'avais un de mes jours les plus forts lorsque l'enveloppe de couleur crème est arrivée dans ma boîte aux lettres, exactement un an après que je les ai surpris ensemble. L'écriture élégante sur le devant portait mon nom, et même avant de l'ouvrir, je savais ce qu'elle contenait. Voir l'invitation de mariage avec les noms de James et Amanda entrelacés dans une calligraphie élaborée a été comme un coup physique. Ils allaient se marier. Les deux personnes qui avaient brisé ma confiance me demandaient maintenant de célébrer leur amour. Un amour construit sur les ruines de mon bonheur. L'invitation comprenait une note manuscrite d'Amanda. Ta présence signifierait beaucoup pour nous deux. Tu nous manques dans nos vies. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, l'invitation serrée dans mes mains tremblantes, déchirée entre un rire hystérique et un chagrin renouvelé. Je leur manquais dans leur vie. Ils voulaient que je les regarde échanger leurs vœux, sachant que ces vœux seraient aussi vides de sens que les promesses qu'ils avaient déjà rompues cette nuit-là. J'ai posé l'invitation sur ma table de chevet, un rappel de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'avais survécu. Alors que je sombrais dans un sommeil agité, une question s'est formée dans mon esprit.
Quand exactement leur trahison avait-elle vraiment commencé? L'invitation de mariage me hantait, posée contre ma lampe, où je pouvais la voir chaque matin en me réveillant. Quelque chose à ce sujet me tracassait au-delà de l'audace évidente de leur demande de ma présence. Il y avait une divergence dans leur récit que je n'arrivais pas tout à fait à situer. Lors de ma séance de thérapie suivante, j'ai parlé de l'invitation, m'attendant à ce que le docteur Rivera soutienne ma décision de l'ignorer et de passer à autre chose. « Que pensez-vous que vous devriez faire » a-t-elle demandé à la place, son expression pensive. « La jeter » ai-je dit immédiatement. Bloquer à nouveau leur numéro. Prétendre qu'elle n'existe pas, c'est certainement une option, a-t-elle hoché la tête. Une autre pourrait être d'utiliser cela comme une opportunité de tourner la page. Tourner la page, ai-je répété incrédule. En les regardant se marier? Pas nécessairement en y assistant, a-t-elle clarifié. Mais en répondant aux questions qui semblent encore vous troubler. Vous avez mentionné avoir l'impression que quelque chose ne colle pas dans leur chronologie relationnelle. Elle avait raison. Depuis que j'avais reçu l'invitation, je rejouais des souvenirs, essayant d'identifier quand exactement les choses avaient changé, quand la trahison avait commencé. James avait prétendu que c'était quelques semaines quand je les avais surpris, mais un certain temps, d'Amanda suggérait quelque chose de plus long. Et si cela durait depuis mon voyage à Chicago? Et si cela avait commencé encore plus tôt? Vous devez fixer des limites qui vous conviennent, a poursuivi la docteure Rivera. Mais parfois, pour avancer, il faut comprendre toute la vérité, pas seulement les parties qu'ils ont choisi de vous dire. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'assisterai pas à leur mariage en tant que témoin passif de leur bonheur, mais j'enquêterai sur la véritable chronologie de leur trahison. Non pas pour la réconciliation, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. J'avais besoin de savoir si tout avait été un mensonge. J'ai commencé à rassembler méthodiquement des preuves, abordant la tâche avec la même concentration axée sur les détails que j'appliquais aux campagnes marketing. J'ai fouillé dans de vieux textos. Je n'avais jamais supprimé de publications sur les réseaux sociaux et de relevés de cartes de crédit. Le premier signal d'alarme est apparu dans une photo de groupe prise 3 mois avant mon voyage à Chicago. Alors que tout le monde faisait face à l'appareil photo, James et Amanda se tenaient légèrement à l'écart, sa main positionnée juste hors du cadre derrière son dos. Leur posture semblait intime d'une manière que je n'avais pas remarquée à l'époque. Ensuite sont venus les relevés de cartes de crédit montrant que James avait payé le dîner dans des restaurants chers les soirs où il prétendait travailler tard, des dates qui coïncidaient avec les soirées entre filles d'Amanda avec des collègues que je n'avais jamais rencontrés. La preuve la plus accablante est venue d'un vieil email que James m'avait envoyé avec des photos d'un week-end que nous avions passé dans un chalet au bord d'un lac. En arrière-plan d'une image, j'ai repéré l'étui de téléphone distinctif d'Amanda sur la table de chevet. J'étais parti tôt ce dimanche-là pour une urgence de travail, mais James était resté derrière, prétendant vouloir faire du kayak une dernière fois avant de rentrer. J'ai vérifié les dates sur mon calendrier et je me suis senti physiquement malade. Amanda était censée rendre visite à sa mère ce week-end-là, mais avait clairement rejoint James au chalet après mon départ. Les mains tremblantes, j'ai cherché dans mes archives de mai le bulletin d'information mensuel de l'immeuble de James. 4 mois avant mon voyage à Chicago, un avis de coupure d'eau incluait un rappel que les résidents devaient soumettre les clés des non-résidents au bureau de gestion pour une autorisation temporaire pendant l'entretien. Le moment correspondait parfaitement à une semaine où James m'avait encouragé à rester chez Amanda pendant que mon appartement était repeint, insistant sur le fait que ce serait plus facile que de gérer le désordre chez lui. La découverte la plus choquante est survenue lorsque j'ai remarqué un relevé de compte bancaire joint mélangé avec du vieux courrier. James et Amanda l'avaient ouvert ensemble 3 mois avant que je ne les surprenne, avec un dépôt initial de $5 000 chacun. L'adresse indiquée était l'appartement de James. J'ai retracé leur tromperie à travers des photographies, trouvant des images d'eux ensemble lors d'expositions d'art. J'avais été trop occupé pour assister à des restaurants de l'autre côté de la ville où ils ne croiseraient pas d'amis communs, même un week-end dans un vignoble alors que je rendais visite à ma mère. La dernière pièce s'est mise en place lorsque j'ai trouvé une confirmation par email de billets d'avion pour Bali acheté 1 mois avant mon départ pour Chicago. La date de départ était prévue 2 semaines après mon retour prévu, avec leurs 2 noms sur la réservation. 8 mois. Leur liaison durait depuis au moins 8 mois avant que je ne les surprenne ensemble. 8 mois de mensonges, de planification de leur avenir tout en prétendant être mon partenaire et ma meilleure amie. Ils ne sont pas tombés amoureux l'un de l'autre par hasard pendant mon absence. Ils m'avaient systématiquement trompé en attendant le bon moment pour révéler leur relation. Alors que les preuves s'accumulaient sur ma table de salle à manger,
étalé par ordre chronologique, j'ai ressenti un calme étrange remplacer ma peine et ma colère. Il ne s'agissait pas d'amour ou d'attirance incontrôlable. Il s'agissait d'une tromperie calculée de la part de deux personnes qui avaient privilégié leur désir plutôt que la décence humaine de base. J'ai tout scanné, l'organisant en une présentation numérique avec des dates, des heures et des preuves irréfutables de leur trahison prolongée. Puis j'ai fait des copies, les plaçant dans des enveloppes scellées. Cette nuit-là, j'ai envoyé ma réponse à leur invitation de mariage. Un seul mot écrit de ma plus belle écriture. Oui. Le mariage étant dans 6 semaines, j'ai commencé à me préparer méthodiquement pour ce qui serait le jour le plus difficile de ma vie. Il ne s'agissait pas exactement de vengeance. Il s'agissait de vérité, de m'assurer que les fondations de leur mariage ne seraient pas construites sur le mensonge confortable qu'ils avaient construit. Ma première étape a été de consulter une avocate, Catherine Wong, spécialisée dans les affaires personnelles. Je devais m'assurer que mes actions prévues au mariage ne franchiraient aucune limite légale. Laissez-moi comprendre, a dit Catherine en examinant les preuves que j'avais rassemblées. Vous avez l'intention de vous lever pendant la cérémonie et de présenter ces informations? Oui, ai-je confirmé. Je veux m'assurer que je suis dans mes droits légaux. Elle a hoché la tête d'un air pensif. Vous avez compilé des informations factuelles à partir de vos propres dossiers et de sources publiquement disponibles. Vous ne les menacez pas et n'avez pas l'intention de causer de préjudice physique. En tant que votre avocate, je vous conseillerais de garder votre déclaration brève et factuelle, en évitant le langage ou les appels à d'autres pour qu'ils prennent des mesures contre eux. Avec l'autorisation légale, j'ai affiné ma présentation numérique, organisant les preuves chronologiquement pour un impact maximal. J'ai créé des clés USB contenant la documentation complète, une pour chaque membre clé de la famille qui méritait de connaître la vérité sur le couple qu'ils célébraient. Pendant des semaines, j'ai débattu de la nécessité de demander de l'aide. La plupart de nos amis communs avaient choisi leur camp depuis longtemps, mais il y avait une personne qui pourrait comprendre. Zoé s'était éloignée d'Amanda ces derniers mois, annulant des événements liés au mariage et devenant de plus en plus distante dans les groupes. Je l'ai invitée à prendre un café, notre première rencontre en tête-à-tête depuis que tout s'est effondré. Elle avait l'air nerveuse en arrivant, tripotant sa tasse. J'ai failli ne pas venir, a-t-elle admis. Mais je voulais te contacter depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a arrêté, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Elle a soupiré lourdement. Au début, c'était plus facile de croire leur version des faits, que c'est juste arrivé soudainement, qu'ils ont essayé de combattre leurs sentiments. Mais des choses qu'Amanda a dites récemment, ça ne colle pas. Et James, il est différent avec elle qu'il ne l'était avec toi. Plus contrôlant. J'ai écouté Zoé décrire les schémas qu'elle avait observés. James vérifiant le téléphone d'Amanda. L'isolement croissant d'Amanda des amis qui posaient trop de questions. Ma révélation prévue à leur mariage ne concernait plus seulement ma propre clôture. Il s'agissait d'exposer une relation entièrement construite sur la tromperie avant qu'elle ne lie légalement deux personnes qui ne pouvaient même pas être honnêtes sur la façon dont elles s'étaient mises ensemble. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit à Zoé, en expliquant mon plan. Non pas pour faire une scène, mais pour m'assurer que la vérité éclate. Elle a immédiatement accepté. Je m'assurerai que tu sois assise là où tu dois être, et j'aiderai à distribuer ça aux membres de la famille qui devraient savoir. À l'approche du mariage, je me suis concentré sur ma préparation mentale autant que sur la logistique. J'ai pratiqué les techniques de méditation que la docteure Rivra m'avait enseignées, me recentrant chaque matin et chaque soir. J'ai écrit exactement ce que je dirais, le révisant jusqu'à ce que chaque mot serve mon objectif de déclarer des faits sans éclats émotionnels. J'ai choisi ma tenue avec soin, une élégante robe bleu marine, assez conservatrice pour un mariage, mais assez distinctive pour être mémorable. J'ai choisi des bijoux simples et des chaussures confortables, sachant que je pourrais avoir besoin de faire une sortie rapide. La veille du mariage, j'ai tout préparé, ma robe, les clés USB, une copie imprimée de ma déclaration et les preuves au cas où la technologie me ferait défaut. J'ai étonnamment bien dormi, me réveillant avec un sentiment de détermination plutôt que d'appréhension. Zoé est venue me chercher le matin du mariage, son expression un mélange de nervosité et de détermination. « Es-tu sûre de ça ?» a-t-elle demandé une dernière fois. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, ai-je répondu, ma voix stable. Il ne s'agit pas de leur faire du mal. Il s'agit de la vérité. Nous sommes arrivés à l'église tôt, comme prévu. Zoé nous avait obtenu des places au 3e rang du côté de la mariée, assez près pour être entendu clairement, mais pas trop près pour être immédiatement retiré si les choses devenaient chaotiques.
Alors que les invités commençaient à arriver, j'ai remarqué des regards curieux et des conversations chuchotées. Ma présence causait exactement l'agitation que j'avais anticipée. La mère d'Amanda a fait un double T en me voyant, son sourire vacillant un instant avant de se ressaisir et de me faire un signe de tête raide. Les parents de James sont entrés, sa mère serrant son bras avec une fierté excitée. Ils avaient toujours été gentils avec moi, soutenant sincèrement notre relation. Ils n'avaient aucune idée que leur fils menait une double vie, et j'ai ressenti une pointe de sympathie pour le choc qu'ils allaient bientôt vivre. L'église s'est rapidement remplie. Je suis resté assise parfaitement immobile, respirant profondément, me recentrant pour ce qui allait arriver. L'organiste a commencé à jouer, signalant le début de la cérémonie. Les garçons d'honneur sont entrés, suivis de James, qui a pris sa place à l'autel. Ses yeux ont balayé la foule et se sont verrouillés sur les miens pendant un bref moment de panique avant qu'ils ne détournent rapidement le regard. Les demoiselles d'honneur ont commencé leur procession, chacune regardant résolument devant elle en passant devant mon rang. Et puis la musique a changé. Tout le monde s'est levé, et Amanda est apparue au fond de l'église dans un nuage de dentelle blanche, son père rayonnant à ses côtés. Je suis restée assise, la regardant glisser dans l'allée, son expression un masque de bonheur nuptial. Ce n'est que lorsqu'elle m'a aperçu que son pas a légèrement vacillé, son sourire s'estompant une fraction de seconde avant qu'elle ne se ressaisisse et continue d'avancer. Le ministre a accueilli tout le monde chaleureusement, parlant d'amour, d'engagement, de confiance et d'honnêteté. Chaque mot ressemblait à une moquerie étant donné ce que je savais. Quand il a finalement atteint le moment critique, demandant si quelqu'un connaissait une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par le mariage, je me suis levé lentement. Un halètement collectif a parcouru l'église. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés d'horreur. James a fait un demi-pas en arrière comme s'il avait été physiquement frappé. Le ministre a fait une pause, clairement non préparé à ce que quelqu'un parle réellement à ce moment-là. Oui, ai-je dit, ma voix claire et stable dans le silence soudain. Oui, ai-je répété, m'assurant que ma voix portait jusqu'au fond de l'église. J'ai une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas se marier aujourd'hui et tout le monde ici mérite de connaître la vérité. Le ministre a semblé déconcerté, clairement non préparé à ce que quelqu'un conteste réellement l'union. Jeune femme, c'est très inhabituel. Il est également inhabituel d'épouser le petit ami de sa meilleure amie depuis 3 ans après avoir eu une liaison secrète pendant 8 mois dans son dos, ai-je répondu calmement, me tournant pour faire face à l'assemblée stupéfaite plutôt qu'au couple à l'autel. James s'est avancé, le visage rouge de colère et d'embarras. Mélissa, ce n'est pas l'endroit. En fait, c'est exactement l'endroit, ai-je contré. Le mariage devrait être fondé sur l'honnêteté, n'est-ce pas? Alors, soyons honnêtes avec tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. J'ai sorti une petite télécommande de mon sac à main et j'ai appuyé sur un bouton. L'écran de projection de l'église, généralement utilisé pour les paroles des hymnes, s'est illuminé avec la première diapositive de ma présentation. Une chronologie montrant clairement le chevauchement de ma relation avec James et de sa liaison secrète avec Amanda. James et Amanda ont dit à tout le monde qu'ils sont tombés amoureux de manière inattendue pendant que j'étais en voyage d'affaires, ai-je continué, ma voix stable malgré mon cœur battant la chamade. Ils ont créé un beau récit sur la réalisation qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais ce récit est un mensonge. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, montrant des relevés de cartes de crédit avec des frais de restaurant surlignés. Ce sont des dates où James m'a dit qu'il travaillait tard tandis qu'Amanda prétendait être sortie avec des collègues. Ils dînaient en fait ensemble dans des restaurants de l'autre côté de la ville. Amanda s'est avancée, sa robe blanche bruissant de manière dramatique. « Arrête ça tout de suite », a-t-elle sifflé, des larmes coulant déjà sur son visage, maculant son maquillage parfait. « Tu gâches tout. » « Non, Amanda, tu as tout gâché quand tu as décidé que nos 15 ans d'amitié ne signifiaient rien comparé à ce que tu voulais. » Je me suis retourné vers le public. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa Carter. Jusqu'à l'année dernière, j'étais la meilleure amie d'Amanda depuis le lycée et la petite amie de James depuis 3 ans. Les murmures dans l'église se sont intensifiés alors que je continuais à présenter mes preuves méthodiquement. Le compte bancaire joint ouvert des mois avant que je ne découvre leur liaison. Les week-ends qu'ils ont passés ensemble en mentant sur leurs allées et venues. Les clés qu'ils se sont échangées pour leurs appartements respectifs. Et ça, ai-je dit en cliquant sur une photographie accablante d'eux ensemble dans un vignoble, horodatée 4 mois avant que je ne les surprenne, c'est d'un week-end où Amanda m'a dit qu'elle rendait visite à sa mère malade tandis que James prétendait être en voyage d'affaires. La mère d'Amanda s'est levée, le visage livide.
Tu m'as dit que tu étais avec Melissa ce week-end-là quand je t'ai invité à la baby shower de ta cousine. L'église a éclaté en chuchotements choqués. J'ai remarqué l'expression du père d'Amanda se durcir alors qu'il regardait sa fille et son futur gendre avec des yeux neufs. La partie la plus calculée, ai-je continué lorsque le bruit s'est un peu calmé, c'était ceci. J'ai cliqué sur la dernière diapositive montrant la confirmation de leur voyage prévu à Bali. Ils ont réservé cette escapade romantique un mois avant mon départ pour ma mission à Chicago, prévoyant de la prendre quelques semaines seulement après mon retour. Ce n'était pas une attirance spontanée. C'était une tromperie délibérée orchestrée sur de nombreux mois. James s'est avancé, le visage tordu d'un mélange de rage et de panique. C'est sorti de son contexte, a-t-il balbutié, regardant désespérément les visages horrifiés qui les entouraient. Nous n'avons pas quoi, James, ai-je demandé doucement. Pas penser que quelqu'un découvrirait la vérité? Pas soucier des promesses que vous avez faites ou simplement pas attendu d'être tenu pour responsable? Je me suis tourné vers les parents d'Amanda. M et Madame Davis, vous m'avez accueilli dans votre maison pendant 15 ans. Vous m'avez traité comme une fille. Quand votre mari a perdu son entreprise, j'ai aidé Amanda à organiser un soutien financier pour votre famille. Quand votre mère était à l'hôpital, Amanda est restée dans mon appartement pendant 3 semaines pour pouvoir être plus proche de vous. Je ne vous dis pas cela pour vous faire sentir mal, mais pour vous aider à comprendre la profondeur de la confiance qui a été brisée. J'ai ensuite fait face aux parents de James. M et Madame Wilson, vous m'avez un jour dit que je faisais ressortir le meilleur de votre fils. Je ne sais pas si c'était vrai, mais je sais qu'un homme qui peut systématiquement mentir à quelqu'un qu'il prétendait aimer pendant 8 mois n'est pas prêt à faire des vœux qu'il a l'intention de tenir. L'église était tombée dans un silence complet. Tous les yeux étaient rivés sur le drame qui se déroulait. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que j'avais presque fini. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que le mariage devrait être fondé sur l'honnêteté. Et tout le monde dans cette salle mérite de savoir sur quel genre de fondation cette relation repose réellement. J'ai posé des clés USB sur le banc à côté de moi. Celles-ci contiennent toutes les preuves que j'ai montrées aujourd'hui et plus encore. Zoé les distribuera aux membres de la famille immédiate. J'ai fermé ma présentation et j'ai regardé directement Amanda et James pour la première fois depuis que j'avais commencé à parler. Amanda pleurait ouvertement maintenant, sa journée parfaite brisée. James était figé, le visage pâle de choc. J'espère sincèrement qu'un jour vous comprendrez tous les deux les dommages que vous avez causés, non seulement à moi, mais au concept de confiance lui-même. Quand vous construisez une relation sur des mensonges, les fondations seront toujours instables. Sur ce, j'ai ramassé mon sac à main et j'ai marché d'un pas assuré dans l'allée, la mère d'invité s'écartant devant moi dans un silence stupéfait. En atteignant les portes de l'église, j'ai entendu la voix du père d'Amanda retentir. Je pense que nous devons reporter la cérémonie pour le moment. Je suis sorti au soleil, prenant ma première bouffée d'air vraiment libre depuis plus d'1 an. Les retombées de ma révélation au mariage se sont déroulées par vagues, se propageant comme des pierres jetées dans une eau calme. Je ne suis pas resté pour assister au chaos immédiat, mais Zoé m'a tout raconté plus tard dans la soirée autour d'une bouteille de vin dans mon appartement. C'était la pagaille totale après ton départ, a-t-elle dit, l'air encore un peu sous le choc. Le père d'Amanda a essentiellement ordonné à tout le monde d'aller au lieu de la réception pour des rafraîchissements pendant que la famille discutait de nouvelles informations. James a essayé de te suivre, mais son témoin l'a physiquement retenu. Et Amanda, ai-je demandé, surprise de constater que je pouvais prononcer son nom sans la douleur habituelle. Crise de nerfs totale. Sa mère l'a emmené dans une pièce latérale. Les cris étaient intenses. Zoé a pris une longue gorgée de vin. Le pire, c'est quand la grand-mère d'Amanda a commencé à avoir des douleurs à la poitrine à cause du stress. Heureusement, ce n'était pas une crise cardiaque, juste une angine de poitrine. Mais quand même. J'ai ressenti un éclair momentané de culpabilité à cette nouvelle, mais je me suis rappelé que je n'avais pas créé cette situation. J'avais simplement exposé la vérité. Les textos ont commencé à arriver cette nuit-là. D'abord de Laura. Je n'avais aucune idée. Aucun de nous ne le savait. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été plus là pour toi. Puis Marcus. Je viens d'avoir toute l'histoire de Tyler qu'il a entendue de Zoé. Bon sang, j'aurais dû faire confiance à mon instinct quand les choses ne collaient pas. Tu méritais mieux de nous tous. Même la cousine d'Amanda, Jen, que je n'avais rencontrée que quelques fois lors de réunions de famille.
Ce que tu as fait a demandé un courage incroyable. Merci d'avoir sauvé ma cousine d'épouser quelqu'un qui pouvait mentir si facilement. Notre famille est sous le choc, mais nous avions besoin de savoir. Le message le plus surprenant est venu 3 jours après le mariage qui n'a pas eu lieu. La mère de James, Catherine, a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Elle avait l'air fatiguée quand je l'ai vue. Le genre d'épuisement profond qui vient d'avoir sa perception de la réalité complètement bouleversée. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, a-t-elle dit après que nous nous soyons installés avec nos boissons. J'avais juste besoin de vous dire en personne à quel point je suis profondément désolé. Non seulement pour ce que James a fait, mais pour la façon dont nous avons tous échoué à le voir. Vous n'auriez pas pu savoir, ai-je dit doucement. Il a trompé tout le monde. C'est ce que font les manipulateurs. Elle a hoché la tête, retenant ses larmes. Nous l'avons élevé mieux que ça. Je n'arrête pas de me demander où nous nous sommes trompés, ce que nous avons manqué. Elle a pris une profonde inspiration. Il est retourné vivre à la maison temporairement. Le mariage a été annulé indéfiniment. Le père d'Amanda a très clairement fait savoir qu'il ne soutiendrait jamais le mariage maintenant. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Ai-je demandé prudemment. Soulagée, a-t-elle admis. Autant chaque mère veut voir son fils heureux en mariage, je ne veux pas qu'il construise une vie sur la tromperie. Quels que soient les problèmes qui l'ont amené à se comporter ainsi, il doit les régler avant de s'engager avec qui que ce soit. Elle a tendu la main sur la table et m'a brièvement serré la main. Merci d'avoir eu le courage de parler. Il aurait été plus facile de rester silencieuse. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes de James ou d'Amanda, bien que des amis communs aient rapporté qu'ils avaient rompu peu de temps après le désastre du mariage. Apparemment, une fois que leur fondation de secrets et de mensonges a été exposée à la lumière du jour, leur relation n'a pas pu survivre à l'examen et à la confiance brisée. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentré sur ma propre guérison et ma croissance. Le transfert de poste que j'avais demandé est devenu une promotion, me plaçant à la tête d'une nouvelle division avec une augmentation substantielle. J'ai utilisé une partie de ce revenu supplémentaire pour réserver un voyage en solo en Thaïlande, un pays que j'avais toujours voulu visiter mais que j'avais reporté pendant ma relation avec James. Debout sur une plage de Phuket, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses, j'ai réalisé à quel point j'étais devenue plus forte. La trahison qui avait autrefois menacé de me définir m'avait plutôt affiné, brûlant ma naïveté mais laissant ma capacité de joie intacte. Je me suis fait de nouveaux amis, des personnes qui valorisaient l'honnêteté et l'intégrité avant la commodité sociale. J'ai même recommencé à sortir, prudemment au début. Puis avec une confiance croissante dans ma capacité à reconnaître les signaux d'alarme que j'aurais pu ignorer auparavant. Ma thérapeute, la docteure Rivera, avait raison. La guérison n'était pas linéaire. Il y avait encore des jours où un souvenir aléatoire me surprenait, me laissant temporairement essoufflé de douleurs remémorées. Mais ces moments sont devenus moins fréquents, moins intenses, et passaient plus rapidement à chaque fois. 1 an après le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai reçu une lettre manuscrite d'Amanda. J'ai reconnu son écriture fluide sur l'enveloppe et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir. La curiosité l'a emporté. Je ne m'attends pas au pardon, écrivait-elle. Je ne m'attends même pas à ce que tu lises ceci, mais j'ai besoin de reconnaître les terribles choix que j'ai faits et les dommages irréparables que j'ai causés à quelqu'un qui ne méritait que de la loyauté de ma part. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. La thérapie m'a aidé à reconnaître l'insécurité et la jalousie qui m'ont poussé à te trahir. Mais comprendre le pourquoi ne justifie pas le quoi. Tu as eu raison d'exposer la vérité. Notre relation était construite sur des mensonges et elle s'est effondrée sous le poids de la réalité. Je travaille à devenir quelqu'un digne de confiance à nouveau. Bien que je sache que cette personne ne sera jamais dans ta vie. Je voulais simplement que tu saches que ton courage m'a forcé à me regarder honnêtement pour la première fois. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans un tiroir. Non pas pour la chérir, non pas pour la relire régulièrement, mais comme une étape marquant la fin d'un chapitre douloureux. Sa reconnaissance n'a rien changé au passé, mais elle a confirmé que j'avais fait le bon choix en disant ma vérité. La plus grande leçon que j'ai apprise à travers cette épreuve a été la différence entre le pardon et la réconciliation. J'ai fini par pardonner à James et Amanda, non pas pour leur bien, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Porteur de la colère était épuisant, et la libérer m'a permis de me concentrer sur la construction de la vie que je méritais. Mais le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Certains ponts, une fois brûlés,
devraient rester en cendres. Aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un qui comprend que la confiance se gagne par une honnêteté constante, même lorsque la vérité est inconfortable. J'ai des amitiés basées sur le respect mutuel plutôt que sur une histoire partagée. Plus important encore, je me fais confiance pour défendre ma propre valeur, pour reconnaître quand les limites sont franchies et pour valoriser la vérité avant le confort. À tous ceux qui regardent et qui ont subi une trahison de la part de leurs proches, sachez ceci. La douleur est réelle et la guérison prend du temps, mais vous en sortirez plus fort qu'avant. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez d'avancer avec dignité et respect de vous-même. Avez-vous déjà dû défendre la vérité alors qu'il aurait été plus facile de rester silencieux? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans son parcours de la trahison à la guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois, les fins les plus douloureuses mènent aux plus beaux commencements.